Alors bonsoir à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Ça me fait plaisir de vous retrouver ici ce soir pour la suite des épouvantails de minuit. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une très bonne semaine, que la Saint-Valentin s'est très bien passé pour vous. Moi de mon côté, ça s'est très bien passé. Je n'ai pas eu à me plaindre. Alors petit résumé du livre, enfin de l'histoire de la vidéo d'avant. Rappelez-vous, les deux enfants étaient arrivés chez leurs grands-parents pour les vacances. Je pense qu'ils doivent y rester pendant un mois, si je dis pas de bêtises. Et ils avaient été accueillis par Henri, c'est le garçon de la ferme des grands-parents Myriam et Georges. Et apparemment, il a découvert un livre de sorcellerie et en a fait usage. Il a fabriqué une douzaine d'épouvantails assez dégueulasses à regarder, d'après ce que j'ai lu. Et il a l'air d'avoir la main mise, ou la main prise, c'est comme ça qu'on dit, je ne sais plus. En fait, on dirait qu'il fait sa petite loi maintenant, qu'il a ses pouvoirs, parce que j'ai remarqué que les grands-parents, à chaque fois qu'ils devaient faire quelque chose qu'ils faisaient d'habitude, comme les fameuses crêpes au chocolat ou les fameuses histoires d'horreur du papy, ils regardaient toujours le Henri en question pour voir s'ils avaient comme une sorte d'approbation. J'aime pas trop les genres... le genre de personnes un petit peu comme ça, bêtes et méchantes. C'est-à-dire, ils sont pas fut-fut, mais dès qu'on leur donne un petit peu de pouvoir, ça y est, c'est la porte ouverte à toutes les saloperies. Petite parenthèse aussi, dans le monde du dessin animé, je pense que le personnage que je hais le plus, tout dessin animé confondu, même manga si ça vous chante, c'est dans Bob l'éponge, c'est Patrick l'étoile de mer. Alors lui... je sais pas combien de fois je l'aurais déjà massacré pour son côté vraiment bête et méchant. Cette expression a vraiment été créée pour ce genre d'individu. Alors nous nous étions arrêtés sur le fait que pendant le petit repas, Julie avait remarqué que la main de grand-mère Myriam était en paille et avait poussé un cri de panique. Donc sur ce, je vais continuer sur ce passage. Je vous souhaite une bonne écoute. « Julie, mon Dieu, mais que se passe-t-il » demanda ma grand-mère. Je pointai un doigt tremblant en direction de sa main. En y regardant mieux, je me rendis compte de mon erreur. La main de grand-mère Myriam n'était pas en paille. Elle tenait simplement un balai. Elle le tenait à l'envers pour enlever la poussière accrochée à la brosse. Je me sentis complètement ridicule. « Excuse-moi, grand-mère, bredouillai-je. C'est mon allergie. Je crois que j'ai une sorte de conjonctivite. Je vois des tas de trucs bizarres depuis hier. Je vais prendre mes médicaments. » C'est vrai, je commençais à voir des épouvantails partout. Je m'en voulus d'être aussi stupide. Arrête de penser à ces maudits épouvantails, me dis-je. Henri a raison. S'ils ont bougé hier soir, c'est à cause du vent. À cause du vent, tout simplement. Plus tard dans la matinée, Henri nous accompagna à la pêche. En chemin vers le ruisseau, il semblait d'excellente humeur. Il eut un grand sourire en découvrant dans le panier à pique-nique ce que grand-mère Myriam nous avait préparé pour le déjeuner. « Elle n'a mis que des choses que j'aime, » dit-il joyeusement. Il referma le couvercle en riant de satisfaction. On aurait vraiment dit un enfant. Sous son bras gauche, il tenait nos 3 cannes à pêche en bambou. Sa main droite tenait le panier en osier. Il avait refusé que Marc et moi l'aidions. L'air était chaud et parfumé. Le soleil brillait dans un ciel sans nuages. Au moment où nous allions dépasser la grange, Henri tourna brusquement à gauche et longea le mur. Son visage avait changé d'expression. Il semblait très concentré. « Hé Henri, mais où vas-tu » criai-je en le suivant. Il ne parut pas m'avoir entendu. À longue enjambée, agitant le panier à pique-nique dans tous les sens, il contourna la grange, reprenant la direction de la ferme. Derrière moi, Marc se mit à ronchonner. « Julie, attends-moi » Marc détestait qu'on marche trop vite, surtout en vacances. Il me rejoignit en haletant. Henri avait à nouveau changé de cap. Il se dirigea à présent vers nous. « Mais qu'est-ce que tu fabriques, Henri » lui demandai-je, abasourdi, lorsqu'il arriva à notre hauteur. « Tu nous fais tourner en rond » Il hocha la tête, l'air le plus sérieux du monde. « Il faut faire 3 fois le tour de la grange. »« Hein ? Mais pourquoi » fit Marc. « Ça va nous porter chance pour la pêche, » expliqua Henri. « C'est marqué dans le livre. Tout est marqué dans le livre, tu sais bien. » Je m'apprêtais à lui dire qu'il était vraiment bête. Mais à la dernière seconde, je me ravisai. Il semblait tellement croire à toutes ces superstitions. Et puis, ça nous faisait faire un peu d'exercice, à Marc et à moi. Les 3 tours achevés, notre petit groupe reprit la direction du ruisseau. Il fallait emprunter un chemin boueux qui longeait le champ de maïs. Henri avait retrouvé son sourire.
On aurait vraiment dit que ce livre était devenu la chose la plus importante de sa vie. Je me demandais si Stanley croyait lui aussi tout ce qui s'y trouvait. « Stanley ne vient pas avec nous ?» m'étonnai-je. « Il a quelques bricoles à réparer, » répondit Henri. « Stanley fait du bon travail, du très bon travail. Je pense qu'il va être là bientôt. Il n'aime pas manquer nos parties de pêche. » Le soleil commençait à taper vraiment fort. De temps à autre, au-dessus des tiges de maïs, apparaissait un des épouvantails d'Henri. J'étais mal à l'aise. J'avais la désagréable impression d'être observé. J'étais certaine que ces horribles créatures me suivaient du regard lorsque je passais à leur hauteur. Du coin de l'œil, je crus en voir un lever brusquement les bras. Je me sentais idiote d'imaginer des choses pareilles. Mais je ne pouvais m'empêcher d'avoir peur. Je décidai de regarder droit devant moi. « Arrête de penser aux épouvantails, Julie, » me dis-je. « Oublie le mauvais rêve de cette nuit. C'est le vent qui les a fait bouger. Le soleil brille, tu n'as rien à craindre. La journée s'annonce très agréable. Détends-toi et profites-en. » De l'autre côté du champ de maïs commençait le petit bois. Il nous fallut poursuivre notre route à travers les arbres. On entendait à présent le bruit du ruisseau. Tout à coup, Henri s'arrêta. Il se baissa et ramassa une pomme de pin. Les 3 cannes à pêche tombèrent par terre, mais il ne sembla pas s'en apercevoir. Le nez sur la pomme de pin, il l'observa attentivement. « Une pomme de pin qui tombe à l'ombre d'un sapin? Ça veut dire que l'hiver sera très long, » déclara-t-il. Je me baissai en même temps que Marc pour ramasser les cannes. « C'est ce qui est écrit dans ton livre ?» devina mon frère. Henri hocha la tête. Il reposa délicatement la pomme de pin exactement là où il l'avait trouvée. « Elle est encore pleine de résine. C'est bon signe, » ajouta-t-il, le plus sérieusement du monde. Marc pouffa de rire. Je savais que, depuis un moment, il essayait de se retenir pour ne pas vexer Henri. Mais là, ça lui avait échappé. Henri le regarda d'un air de reproche. « Tout est vrai, Marc. Tout. »« J'aimerais bien jeter un coup d'œil dans ton livre, » bredouilla Marc, un peu mal à l'aise. « C'est un livre très difficile, » le prévient Henri. « Je ne comprends pas très bien certains mots. »« Vous entendez le bruit du ruisseau ? Joli, non ?» dis-je pour changer de sujet. « Eh bien, qu'est-ce qu'on attend ? Je voudrais bien attraper quelques poissons avant midi, moi. » Quelques instants plus tard, j'étais debout au milieu du courant. L'eau froide m'arrivait à mi-mollet sous mes pieds nus. Les rochers étaient glissants. Évidemment, pour pêcher, Marc aurait préféré s'allonger dans l'herbe. Mais à force d'insister, je réussis à le convaincre que c'était bien plus drôle, et bien plus facile pour attraper des poissons, d'être debout dans l'eau. « C'est surtout bon pour attraper une pneumonie, » protesta-t-il en relevant le bas de son jean. Henri éclata de rire. Puis, posant délicatement le panier sur l'herbe et remontant le bas de sa salopette, il saisit une canne et s'avança dans l'eau avec précaution. « Ouh, c'est froid !» s'écria-t-il en remuant les bras au-dessus de sa tête pour garder l'équilibre. L'eau était très claire. Je lançai ma ligne au loin et me mis à surveiller le petit flotteur rouge à la surface de l'eau. Les rayons du soleil caressaient mon visage. Le courant frais baignait mes pieds. En somme, tout cela était très agréable. « Eh, sa mort !» s'écria Marc, tout excité. Je me retournai en même temps qu'Henri et je le vis tirer sur sa ligne. Il tirait de toutes ses forces. « Bon sang, il doit être énorme !» gémit-il. Il fit un dernier effort et l'on vit apparaître au bout de son hameçon une grosse branche couverte de mousse. « Bravo, quel champion !» dis-je en roulant les yeux. « Il est effectivement énorme. »« C'est toi qui es énorme, » maugréa Marc. « Énorme de bêtises. »« Très drôle, » répliquai-je. Je chassai du revers de la main un temps qui s'était posé sur mon bras et tâchai de me concentrer uniquement sur ma ligne. Mais je ne pouvais m'empêcher de repenser aux épouvantails. Ils étaient si grands, ils avaient l'air si sombres, si menaçants. Leurs visages avaient des expressions si terribles. Est-ce qu'ils avaient vraiment bougé? Plongé dans mes réflexions, je sentis soudain une main agripper ma cheville. C'était une main en paille, une main d'épouvantail. Elle sortit de l'eau et commença à remonter le long de mon mollet, froide et trempée. Elle me serrait de plus en plus fort. Je hurlais. Je voulus saisir la main qui m'enserrait, mais je perdis l'équilibre sous les cailloux glissants et m'étalai de tout mon long dans l'eau. Je criai encore plus fort. La main n'avait pas lâché prise. À présent, elle remontait le long de mon corps. Folle de terreur, j'agitais désespérément les bras. C'est alors que je compris. C'était un gros paquet d'algues visqueuses qui s'était accroché à ma cheville. Pas la moindre trace d'épouvantail, seulement des algues.
Je restais allongé dans l'eau froide, sans bouger, jusqu'à ce que mon cœur batte moins fort. Jamais je ne m'étais senti aussi bête. Je levai les yeux vers Marc et Henri. Ils me regardaient, étonnés. « Je vous préviens, je ne veux rien entendre, leur dis-je en enlevant rageusement les algues de mon pied. C'est compris? Pas un mot. » Marc se retenait de rire. Je les voyais bien, mais, préférant m'obéir, il ne fit aucun commentaire. « Je n'ai pas emporté de serviette, annonça sérieusement Henri. « Je suis désolé, Julie, je ne savais pas que tu voulais te baigner. » Marc était sur le point d'exploser. Ses gloussements étaient de plus en plus forts. Je lui lançai un regard lourd de menaces. Mon t-shirt et mon short étaient trempés. Je me levai et regagnai la rive, tenant maladroitement la canne à pêche devant moi. « Merci, je n'ai pas besoin de serviette, Henri, répliquai-je. C'était juste pour me rafraîchir un peu. En tout cas, grâce à toi, tous les poissons sont partis, se plaignit Marc. Non, c'est à cause de toi qu'ils sont partis. C'est parce qu'ils ont vu ta sale tête. Je savais que je réagissais comme un bébé. Mais tant pis, j'avais froid et j'étais dans une colère noire. J'entendis Henri s'adresser à Marc. « Viens, descendons plus bas, ça mordra mieux. » Ils disparurent derrière une courbe du ruisseau. Marc suivait Henri en marchant avec précaution. Il n'aurait plus manqué qu'il glisse, lui aussi. Je me frottais vigoureusement le crâne et le corps avec les mains. Lorsque je fus à peu près sèche, je m'assis par terre en me demandant ce que j'allais bien pouvoir faire de cette matinée. Un craquement derrière moi me fit sursauter. Un bruit de pas. Je fouillai du regard les buissons. Un écureuil, terrorisé, s'enfuit pour se cacher. Quelqu'un ou quelque chose avait dû l'effrayer. Le bruit de pas recommença. Je tendis l'oreille en retenant mon souffle. Encore un frémissement de feuilles qu'on écrase. « Qui est là ?» criai-je. Seul le bruissement d'un buisson qu'on frôle me répondit. « Stanley ! Stanley, c'est toi ?» Ma voix tremblait. Pas de réponse. « Ça ne peut être que Stanley, me dis-je. Nous sommes dans la propriété de grand-père Georges. Personne n'y pénètre jamais. »« Stanley, arrête de me faire des farces !» Toujours pas de réponse. Le craquement d'une branche, le froissement des feuilles, mais cette fois-ci, tout proche. « Stanley, arrête, je sais que c'est toi. J'en ai vraiment marre de tes bêtises. »« Stanley ?» Mes yeux essayaient de percer le sous-bois. J'écoutais, à présent, c'était le silence. Un silence lourd. Soudain, une silhouette massive surgit de l'ombre d'un grand pin. « Stanley !» Je reculai de quelques pas. Je vis un manteau noir en loques, une tête en toile peinte, un chapeau cabossé juste au-dessus de deux yeux menaçants. De la paille sortait de deux manches écartées, une paille rêche et jaunâtre. Un épouvantail. Il nous aurait suivis? Un épouvantail nous aurait suivis jusqu'au ruisseau? Avec une grimace d'horreur, j'observais sa mine repoussante aux traits figés. Je voulus crier, mais aucun son ne sortit de ma bouche. Soudain, une main se posa lourdement sur mon épaule. Je poussai un cri strident et me dégageai vivement. C'était Henri. Alarmé par mes appels, il était accouru, suivi de Marc. Ils me regardaient tous deux, l'air interloqué. « Julie, mais que se passe-t-il » me demanda Henri. « Marc et moi, nous. C'est bien toi qui as appelé Stanley, non ?»« Qu'est-ce qu'il y a encore ?» poursuivit Marc sur un ton dédaigneux. Dans sa précipitation, il avait emmêlé la ligne de sa canne à pêche et il essayait de défaire les nœuds. « Alors, réponds, tu as été attaqué par un écureuil enragé ? Parle !» se moqua-t-il encore. « Non, je... Mon cœur battait trop fort. Je ne pouvais pas articuler le moindre mot. « Calme-toi, Julie !» fit Marc en m'imitant. « J'ai vu un épouvantail !» hurlai-je enfin. Henri restait bouche bée. Marc me lança un regard suspicieux. « Un épouvantail ? Ici, en pleine forêt ? Il marchait, balbutiai-je. Je l'ai entendu, j'ai entendu ses pas. » Henri laissa échapper un petit « oh » de surprise. Marc continua à m'observer, les sourcils froncés. « Il est là !» m'écriai-je soudain. « Juste là, derrière !» Je tendis le doigt dans sa direction. Trop tard, il avait déjà disparu. Henri était comme cloué au sol. Ses grands yeux ronds me fixaient avec effroi. « Je l'ai vu, insistai-je, entre ces deux arbres, je vous assure. »« Vraiment ? Un épouvantail ? Tu en es sûr ?» demanda Henri, qui commença à trembler de tous ses membres. « C'est-à-dire, c'était peut-être seulement une ombre ?» répondis-je de peur de l'effrayer. Vite, il fallait changer de sujet.
Je suis trempé. Je vais m'allonger au soleil, c'est bon. Tout va bien maintenant. »« Mais tu l'as vraiment vu, Julie ?» répéta Henri, les yeux écarquillés. « Tu as vraiment vu un épouvantail se promener par ici ?»« Eh bien, je n'en suis plus tout à fait sûr. Je suis désolé de tout ce remue-ménage. Je n'espérais qu'une chose, qu'Henri se calme. »« C'est très mauvais, murmura-t-il. Très très mauvais. Il faut que je regarde dans le livre. C'est très mauvais. » Il fit demi-tour et s'enfuit en courant. « Henri, attends » criai-je. « Reviens, ne nous laisse pas seuls ici. » Trop tard, il avait disparu entre les arbres. « Je vais le suivre » m'exclamai-je. Ensuite, j'irai tout raconter à grand-père Georges. Marc, tu ramèneras les cannes à pêche et tout le reste. Tout seul gémit mon frère. Décidément, il n'y avait pas plus paresseux que lui. Mon cœur battait à tout rompre lorsque j'atteignis le champ de maïs. Les épouvantails. À nouveau, j'avais l'impression qu'ils m'observaient, comme tout à l'heure. J'imaginais qu'à mon passage, ils allaient étendre les bras pour me happer. Mais aucun d'entre eux ne bougea. Ils restèrent silencieux, dressés au-dessus des tiges, comme tous les épouvantails du monde. Je les dépassais le plus vite possible. Ils me terrorisaient. Je n'y pouvais rien. Je vis Henri courir vers sa petite maison. Je criai plusieurs fois son nom, mais il ne m'entendit pas et s'enferma chez lui. Je décidai alors d'aller retrouver grand-père Georges pour lui raconter toute l'histoire. La porte de la grange était ouverte et il me sembla voir quelqu'un à l'intérieur. « Grand-père » appelai-je hors d'haleine. « Tu es là ?» J'entrai précipitamment dans la grange. Mes cheveux étaient secs à présent, mais je transpirais abondamment. Je me tenais debout dans le carré de lumière de la porte et scrutais l'intérieur. Il fallut un certain temps pour que mes yeux s'habituent à l'obscurité. « Grand-père, où es-tu » J'entendis du bruit au fond de la grange. J'avançai dans cette direction. « Grand-père, il faut que je te raconte quelque chose d'important. » Le son de ma voix résonnait dans le vaste espace sombre. Je n'étais pas rassuré. Mes baskets crissaient sur la paille. Un bruit sourd me fit sursauter. Il fit encore plus sombre. « Hé !» m'écriai-je. Trop tard. Quelqu'un était en train de refermer la porte de la grange. « Hé ! Qui est là ?» Je ne savais pas ce qui dominait en moi. La peur ou la colère. « Stop ! Arrêtez !» En faisant demi-tour, je glissai sur la paille et tombais de tout mon long. Le temps de me redresser, la porte claqua. Je me retrouvai dans le noir le plus complet, le plus effrayant. « Laissez-moi sortir !» hurlai-je. « Je veux sortir d'ici, immédiatement !» Ma voix s'étrangla. Je terminai ma phrase dans un hoquet de terreur. Je me mis à marteler la porte des 2 poings, sauvagement. Puis je tâtonnai fébrilement les planches à la recherche d'un loquet, d'une serrure, de quelque chose à tirer, à soulever, à pousser, quelque chose qui me fasse sortir de cet enfer. Je ne trouvais rien. Je me remis à frapper sur la porte, à m'en briser les mains. Enfin je me calmai et reculai d'un pas. « Reprends-toi, Julie, me dis-je. Reprends-toi. Tu trouveras bien moyen de sortir. Tu ne peux pas rester enfermé ici toute ta vie, sois logique. » J'essayai de me raisonner. Je retins ma respiration quelques secondes pour calmer les battements fous de mon cœur. Puis j'expirai lentement, très lentement. Je commençai à me sentir un peu mieux lorsque j'entendis une sorte de grattement. Au comble de l'angoisse, je mis mes 2 mains devant mon visage. Bruit de chaussures foulant la paille. Bruit de pas. Des pas lourds, saccadés. Des pas qui se dirigeaient vers moi dans le noir. Qui est là » articulai-je péniblement. Pas de réponse. Les pas se rapprochaient. « Qui êtes-vous » hurlai-je. Pas de réponse. Il faisait trop noir pour que je puisse distinguer quoi que ce soit. Le grattement était maintenant tout près. Je reculai. Mon dos heurta quelque chose. Dans ma terreur, je mis plusieurs secondes à réaliser que c'était une échelle. L'échelle qui menait au fenil. Les pas, toujours, de plus en plus près. « Je vous en supplie, haletai-je, je vous en supplie, non !» De plus en plus près, le froissement de la paille, le noir absolu. J'agrippais les barreaux de l'échelle. « Je vous en supplie, laissez-moi !» Sans me rendre vraiment compte de ce que je faisais, je me mis à escalader l'échelle. Mes bras tremblaient, il me semblait que mes jambes pesaient des tonnes, mais je réussis à atteindre l'étage. J'échappais provisoirement à l'horrible chose qui s'avançait vers moi. Retenant mon souffle, je me couchai à plat ventre sur le sol. La chose allait-elle me suivre? Allait-elle monter? Je n'entendis d'abord que le bruit de mon cœur qui cognait dans ma poitrine. Je tendis l'oreille, à demi morte d'angoisse.
des frottements, le frémissement des pas sur la paille. « Allez-vous-en » hurlai-je de toutes mes forces. « Qui que vous soyez, allez-vous-en » Les bruits continuaient. Cela ressemblait de plus en plus à de la paille frottant de la paille. À quatre pattes, je me précipitai vers la petite fenêtre du fenil d'où filtrait un peu de lumière. La poitrine prête à exploser, je l'ouvris. Ouf, la corde était toujours là. La corde que Marc et moi utilisions pour nous balancer le long du mur de la grange. Je vais pouvoir sortir d'ici, me dis-je, folle de joie. Il suffit d'agripper la corde et de se laisser glisser en sol. Je suis sauvé. Je saisis la corde des deux mains, me penchai par la fenêtre, jetai un coup d'œil en bas et poussai un cri d'horreur. Juste au-dessus de moi, je vis un chapeau noir. Et sous le chapeau, un manteau, noir lui aussi. C'était un épouvantail. Planté devant la porte de la grange, il semblait monter la garde. En entendant mon cri, il se mit à remuer les bras et les jambes. Je restais bouche bée. L'épouvantail, boitillant sur ses pieds de paille, les bras ballant le long du corps, se mit à courir en direction du champ de maïs. Je me frottais les yeux. J'avais des visions. Il n'y avait pas d'autre explication. Les mains moites et glacées, j'agrippai la corde et plongeai dans le vide. La corde se balança le long de la façade en bois. Aïe! Je tombai lourdement sur le sol. Le frottement de la corde m'avait écorché les mains. Sans réfléchir, je me mis à la poursuite de l'épouvantail. Je voulais le rattraper, en avoir le cœur net, savoir si c'était vraiment un mannequin de paille capable de marcher. Je n'avais plus peur. Je courais aussi vite que je pouvais, les tempes battantes. En contournant l'angle de la grange, je me heurtai à Stanley. « Hé !» Nous étions aussi surpris l'un que l'autre. Je le poussai sans ménagement. Derrière lui, l'épouvantail avait disparu. « Y a le feu quelque part ?» grogna Stanley. « Tu as failli me flanquer par terre. » Il portait son éternel jean crasseux et un t-shirt moulant violet qui le rendait encore plus maigre. Ses cheveux noirs et gras étaient noués en queue de cheval. « L'épouvantail !» bredouillai-je. Et c'est à cet instant que tout devint clair dans mon esprit. Il n'y avait pas de mystère de l'épouvantail. L'épouvantail, c'était Stanley. À présent, j'en avais la certitude. C'était Stanley qui nous avait suivis jusqu'à la rivière. Et c'était lui que je venais de voir devant la grange. Stanley. Il avait trouvé là un nouveau moyen de me harceler. Bien sûr, qui d'autre que lui aurait pu faire bouger les épouvantails la nuit dernière, dans le champ? Il aimait ça, Stanley. Nous jouer des tours, à nous les gosses de la ville. Depuis que nous étions tout petits, et même s'il pouvait être charmant, il avait un mauvais fond. « Je croyais que vous étiez tous à la pêche, » s'étonna-t-il. « Eh bien, tu t'es trompé, comme tu vois, » répondis-je. « Pourquoi tu t'obstines à nous faire peur ?»« Hein ?» Il prit un air abasourdi. « Stanley, lâche-moi un peu, tu veux bien? Je sais que c'était toi, l'épouvantail tout à l'heure. »« L'épouvantail? De quoi tu parles ?» demanda-t-il avec les yeux les plus innocents du monde. « Tu t'es déguisé en épouvantail, l'accusai-je. Ou alors tu en as apporté un ici et tu l'as fait bouger je ne sais pas comment. »« Mais tu délires complètement, » protesta Stanley. « Tu restes trop longtemps au soleil ou quoi? Arrête ce cinéma. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu cherches sans arrêt à nous faire peur? Et à faire peur à ton père par la même occasion? Julie, je crois vraiment que tu débloques, » s'exclama Stanley. « Figure-toi que j'ai autre chose à faire que de me promener dans tes costumes de carnaval juste pour vous effrayer. »« Là, tu te fiches de moi, avoue-le, » insistai-je, un peu perturbé. Je m'interrompis net lorsque je vis l'expression de son visage changer brusquement. « Papa !» s'écria-t-il. « Tu as dit que mon père a eu peur ?» Je hochai la tête. Stanley semblait paniqué. « Il faut que je le retrouve !» s'exclama-t-il. « Vite, il est capable du pire !»« Stanley, ça suffit, tu vas trop loin. Maintenant, tu arrêtes !» Mais au lieu de se calmer, il se mit à courir en hurlant le nom de son père. Je ne le revis que peu de temps avant le dîner. Henri l'accompagnait, le livre de sorcellerie à la main. « Julie !» murmura Henri en me faisant signe d'approcher. Je fus surprise de voir à quel point il semblait troublé. Tout rouge, il écarquillait les yeux plus que jamais. « Salut, Henri !» dis-je tout bas, un peu mal à l'aise. « Ne parle pas des épouvantails à ton grand-père, » dit-il. « Quoi ?» J'étais sidéré. « Ne dis rien à ton grand-père, » répéta Henri. « Ça va l'inquiéter. Et c'est mauvais pour lui, tu comprends? » Mais enfin, il m'interrompit en mettant un doigt sur ses lèvres. « Ne dis rien, Julie. Ton grand-père n'aime pas ce genre d'histoire. Je m'occuperai des épouvantails. Tout est écrit, là. » Il tapota la couverture du livre avec son doigt. J'allais lui expliquer que l'épouvantail n'était autre que son imbécile de fils.
mais grand-mère Myriam nous appela pour passer à table. Henri ne quitta pas son livre de tout le repas. Toutes les 3 bouchées, il en feuilletait quelques pages et relisait à voix basse un paragraphe. Je voyais ses lèvres remuer, mais, assise à l'autre bout de la table, je ne comprenais rien à ce qu'il articulait. Stanley, le nez dans son assiette, ne prononça pas le moindre mot. Apparemment, il avait du mal à supporter que son père lît ce livre à table. Grand-père et grand-mère, en revanche, faisaient ceux qui ne remarquent rien. Ils plaisantaient, s'inquiétaient de temps à autre de savoir si nous avions assez à manger. On aurait dit que le comportement de leur ouvrier leur paraissait on ne peut plus normal. J'avais terriblement envie de raconter à grand-père Georges comment Stanley essayait de nous effrayer, Marc et moi. Mais pour ne pas troubler Henri, je gardais le silence. Après tout, j'étais assez grande pour m'arranger toute seule avec Stanley. Il se croyait malin, mais il ne me faisait pas peur du tout. Au dessert, ma grand-mère nous servit une gigantesque tarte aux cerises. « Tu as vu ça? C'est bizarre, non ?» me chuchota Marc à l'oreille. J'étais étonné, moi aussi. Je croyais que grand-père Georges n'aimait que la tarte aux pommes, dis-je à ma grand-mère. Elle eut un sourire forcé. « Oh, c'est encore trop tôt pour les pommes. Grand-père Georges n'est plus allergique aux cerises ?» insista Marc. Grand-mère commença à couper la tarte. « Oh non, la tarte aux cerises, ça plaît à tout le monde, » répondit-elle sans nous regarder. Elle leva les yeux vers Henri avant d'ajouter « N'est-ce pas, Henri ?» Il sourit jusqu'aux oreilles et dit « C'est ma préférée. Grand-mère Myriam ne fait plus que les choses que j'aime bien. » Le dîner terminé, grand-père refusa une fois de plus de nous raconter une histoire d'épouvante. Assis autour de la cheminée, nous regardions les flammes danser dans l'âtre. Malgré la chaleur de la journée, le temps s'était rafraîchi ce soir-là suffisamment pour qu'on allume un petit feu. Grand-père se balançait dans son fauteuil à bascule. Il avait toujours aimé regarder le feu, mais d'habitude, il nous racontait une histoire en même temps. On pouvait alors voir des reflets dorés dans ses beaux yeux bleus, et plus l'histoire devenait horrible, plus sa voix était grave. Ce soir-là, il haussa les épaules lorsque je lui demandai d'en raconter une. Il regarda tristement l'ours empaillé à l'autre bout du salon, puis son regard se posa sur Henri. « Les enfants, je ne me souviens plus d'aucune histoire, » répondit-il avec un sourire embarrassé. « Ma mémoire me lâche. » Un peu plus tard, je montai dans ma chambre avec Marc. « Il y a quelque chose qui cloche avec grand-père Georges, » déclara mon frère. « C'est vrai, ça me sidère, » répondis-je. « Il a l'air si différent. » Comme tout le monde dans cette maison d'ailleurs, poursuivis-je. Excepté Stanley, celui-là en est toujours à nous jouer des tours idiots. C'est lui qui s'amuse à nous faire peur. Il faut l'ignorer, c'est tout, suggéra Marc. Faire comme si on ne le voyait pas. Il finira bien par arrêter de se balader partout, déguisé en épouvantail. Il se sentira trop nul. Je hochai la tête, puis je souhaitais bonne nuit à mon frère et gagnai ma chambre. Ignorer les épouvantails, me dis-je en arrangeant l'oreiller de mon lit. Oui, les ignorer. Arrêter de penser à ces trucs grotesques. Stanley n'avait qu'à aller au diable. Une fois dans mon lit, je tirai la couette jusque sous mon menton. Couché sur le dos, j'observais les fissures du plafond en essayant d'imaginer ce qu'elles pourraient représenter. Certaines auraient pu être des éclairs, d'autres un vieillard barbu. Vu de profil. Je bâillais, j'étais morte de fatigue, mais je n'arrivais pas à m'endormir. Ce n'était que ma 2e nuit à la ferme, et il me fallait toujours un peu de temps pour m'habituer à un autre lit que le mien. Je me mis à compter les moutons, sans succès. J'essayais avec des vaches, de grosses vaches paisibles, qui franchissaient lentement le portail de la ferme pour se rendre au pré. J'en comptais 100, ça ne marchait pas non plus. Je me tournais d'un côté, puis de l'autre. Je pensais à ma meilleure amie, Sandra. Je me demandais si elle profitait bien de ses vacances. Je passais en revue mes autres amis. La plupart d'entre eux, je le savais, n'étaient pas partis et devaient s'ennuyer un peu. Je jetai un coup d'œil sur le réveil. Presque minuit. Il faut que je m'endorme, me dis-je. Demain, je serai complètement crevé si je ne m'endors pas tout de suite. Je fermai les yeux et décidai de ne plus penser à rien, faire le vide dans ma tête. Le vide absolu. C'est alors que j'entendis un grincement. Tout d'abord, je n'y prêtais pas attention. C'était sûrement la fenêtre qui était restée ouverte. Il faut que tu t'endormes, me dis-je. Il faut que tu t'endormes. Le grincement s'amplifia. Bientôt s'y ajouta comme un frottement. Est-ce que ça venait vraiment de la fenêtre? J'ouvris les yeux. Des ombres dansaient au plafond. Je me rendis compte que je retenais mon souffle et que j'écoutais avec angoisse. Un autre grincement. Le frottement, de plus en plus près. Un frottement sec suivi d'un grognement sourd. Involontairement, je poussai un petit cri. Tout à coup, la pièce s'assombrit davantage. Je vis avec horreur une ombre à la fenêtre.
Qui est là? L'ombre grandit. Elle se découpait dans la lumière de la lune. Je distinguais une tête énorme, des épaules massives, une large poitrine. L'ombre silencieuse pénétrait dans ma chambre. Oh, au secours! Ma voix n'était plus qu'un râle étouffé. Mon cœur avait cessé de battre. Je ne respirais plus. L'ombre franchit le rebord de la fenêtre et se mit à avancer. J'entendis ses pas sur le sol. Elle progressait lentement, avec raideur, vers mon lit. Complètement paniqué, je voulus me lever. Je me pris un pied dans la couette et tombai par terre de tout mon long. Je levai les yeux, la chose se rapprochait. Je hurlai de terreur. Lorsqu'elle sortit de l'ombre, je la reconnus. C'était... Grand-père Georges, m'écriai-je. Mais, qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi es-tu entré par la fenêtre? Il ne répondit pas. Il me fixa avec des yeux d'un bleu glacé, le visage déformé par une affreuse grimace. Puis, il leva les bras au-dessus de moi. Je vis qu'il n'avait pas de main. La paille sortait des manches de sa chemise à carreaux. De la paille. Grand-père! Non!